Bonjour à tous, moi je vais introduire ce topo dans un contexte un peu plus général, mais c'est surtout Emmanuel Ledoux qui va faire le cœur du problème. Alors pour replacer un petit peu le contexte, on le sait bien maintenant qu'avec l'augmentation des indications d'immunothérapie par inhibiteur de checkpoint sur des patients en vie réelle, on a vu apparaître une multiplicité d'effets indésirables immunomédiés. Alors ceux qui étaient bien décrits dans les essais, donc ceux on va dire mono-organes, et puis petit à petit en vie réelle, mieux décrits. Des tableaux de pathologie plus systémiques qui ont été décrites au fil de l'eau. Alors, quel est l'enjeu? Alors, déjà, l'imputabilité, notamment quand on a un doute sur un syndrome paranéoplasique ou des traitements multiples, mais surtout la létalité de ces toxicités, parce que vous voyez que là, en prenant l'ensemble des toxicités, donc pas uniquement celles présentant des tableaux systémiques, on voit notamment, et ça va être le cœur de notre topo, que les myocardites sont particulièrement pourvoyeuses de décès, ainsi que les myosites, et après les toxicités plus classiques qu'on connaît. Sur un versant un petit peu moins dramatique, pour des patients qui vont survivre, qui ont un traitement prescrit en situation néoadjuvante ou adjuvante, il y a aussi un risque d'induire des tableaux de toxicité chronicisés, donc avec un impact fonctionnel ou sur la qualité de vie à long terme. Là, on voit bien qu'il y a toute une balance entre ne pas sous-traiter la gravité de la toxicité et bien en connaître les urgences, et ne pas compromettre la réponse oncologique et également la reprise ultérieure d'un traitement, que ce soit la reprise de l'inhibiteur de checkpoint ou la reprise d'une autre ligne thérapeutique. Donc on a choisi aujourd'hui de se concentrer dans cette catégorie toxicité létale, justement sur le tableau de myosites et de myocardites immunomédiés, qui, si on prend parmi les toxicités systémiques induites, sont quand même fortement représentées. Donc je vais laisser la parole à Emmanuel pour ça. Merci Alexandra pour l'introduction et merci pour l'invitation. Donc, je vais vous proposer effectivement de discuter du diagnostic, de la stratification, notamment du risque d'événements sévères ou de la mortalité précoce, et puis la prise en charge à travers le prisme de l'atteinte musculaire, de l'atteinte cardiaque. Alors, on va utiliser comme fil rouge cette histoire. C'est une femme qui est née en 1955 et qui a reçu du nivolumab pour une rechute d'un mélanome. À J21, elle se présente au hôpital de jour pour la cure de nivolumab et elle rapporte une faiblesse musculaire modérée. Pas de myalgie, pas de fièvre, pas d'éruption, pas de dysphagie, c'est le début de l'hiver, les grippes négatives, les CPK sont augmentés. La première question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que ça, effectivement, c'est une toxicité musculaire induite par le nivolumab? Donc, pour répondre à la question, il y a plusieurs arguments qu'il faut considérer. La question, c'est est-ce qu'il y a intérêt à un risque? Dans cette série basée sur la base du SDNS, c'est 170 000 patients traités par une méthode du checkpoint. On voit bien que l'incidence de cette myotoxicité, c'est rare, c'est au maximum quelques pourcents, surtout dans les thérapies combinées, mais c'est quelque chose qu'en réalité on va voir dans tous les cancers, que ce soit le cancer du poumon, mais également le mélanome, le cancer de la vessie ou encore le cancer du foie. On voit bien qu'effectivement recevoir une combinaison anti-PD1, anti-CTLA4 ou associée à un anti-VEGF vont être associés à une augmentation de ce risque relatif, tout comme être traité pour un TIMO, mais en réalité, cet effet indésirable survient dans toutes les situations. Le second argument, et l'un des plus importants, c'est vraiment l'argument du timing. Est-ce que le temps écoulé depuis l'initiation du traitement est compatible avec le délai habituellement observé pour la survenue de cet effet indésirable? En réalité, c'est la courbe en orange que vous voyez bien ici. Les myosites, les myocardites, c'est quelque chose qui arrive précocement. La médiane de survenue dans la base d'Egibase en 2020, qui a rassemblé 1200 observations, eh bien, c'était 30 jours. A contrario, les autres effets indésirables induits, tels que les PPR-like, tels que les syndromes sclérodermiformes, vont survenir beaucoup plus tardivement. Et par exemple, les syndromes sclérodermiformes sont diagnostiqués volontairement 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois après l'initiation du traitement. À droite, vous avez l'expérience nord-américaine, c'est 35 minutes induites. Et bien, on voit bien que la moitié des formes surviennent à l'issue du premier cycle. L'autre moitié, quasiment l'autre moitié, à l'issue du deuxième et du troisième cycle. Et quelques patients au-delà du quatrième cycle. Et en fait, ce sont des formes beaucoup moins inflammatoires, avec des profils un petit peu différents. On va en revenir plus tard.
Troisième argument, c'est la question du phénotype, parce que les symptômes que vous observez chez le patient, sont ceux qui sont décrits. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces formes de toxicité musculaire se révèlent en fait par de la faiblesse musculaire. Et à la différence de ce qu'on observe dans les myopathies inflammatoires et idiopathiques, où on voit plutôt de la myalgie, du déficit musculaire, et bien nos patients, ces patients, vont se plaindre d'une faiblesse. Et cette faiblesse, elle est très hétérogène. Elle peut toucher les racines, mais elle peut être extrêmement localisée, motrice, très axiale, avec une tête tombante, parfois parfois asymétrique. Ensuite, il y a des séries qui décrivent des atteintes cutanées, que vous voyez ici, très évocateur des dermatomyosites. Et quand on y regarde de plus près, et bien que ce soit dans cette revue littérature 88 patients, 16 atteintes cutanées, seulement 6 recherches d'anticorps associés aux dermatomyosites, tous avaient des typhins gamma. Cohorte espagnole de myosite induite, les 3 patients avec l'ADN avaient des typhins gamma, et dans la cohorte américaine, les 3 patients avec l'ADN avaient des typhins gamma. Et on se rend bien compte que ces formes de myopathie inflammatoire, enfin de maladie inflammatoire du muscle associées à des signes de dermatomyosite, en réalité, ce sont plutôt des symptômes paranéoplasiques, majoritairement des typhins gamma, plus que des toxicités induites par l'inhibiteur des checkpoints, mais plutôt une maladie qui va se révéler à la faveur du traitement, qui sera plutôt piloté, traité comme une dermatomyosite. Et puis ces patients, ils ont quelque chose d'assez singulier qu'on peut voir, mais qu'on ne voit pas fréquemment dans les myopathies inflammatoires et idiopathiques, les maladies auto-immunes classiques, c'est ces signes pseudobulbaires, le ptosis, l'ophtalmoplégie, la dysphonie, c'est quasiment 40 à 50% des patients. Et dans cette cohorte de myosite, on se rend bien compte que quand on avait ces signes pseudobulbaires, eh bien, la prévalence de la myocardie passait de 40% à 76%, et la mortalité passait de 20% à 60%. Donc, dans ces patients qui ont une faiblesse musculaire, dès que vous allez avoir des signes pseudobulbaires, eh bien, ça va impacter la mortalité avec une prévalence qui va augmenter de quasiment doubler d'une myocardite associée. Donc, on avait l'argument. L'autre signe clinique qui existe également, c'est l'atteinte diaphragmatique, qui va représenter dans cette série jusqu'à 40% des patients, et dont le mode de révélation peut être extrêmement sournois. Ça peut être uniquement un essoufflement qui n'est pas expliqué par la myocardite parce qu'il n'y a pas de dysfonction VG ou du VD. Ça peut être de la désaturation nocturne, ça peut être uniquement de l'hypoventilation qu'on peut voir uniquement si on fait un cas du sang le matin au réveil. Mais il faut clairement la dépister par le thorax, les EFR, le gaz du sang, parce qu'on sait maintenant qu'il faut la prendre en charge et que ça va directement impacter la survie des précoces et à long terme des patients. Et puis il y a cette question des anticorps anti-récepteurs de la cyclingestérase, avec longtemps cette confusion entre ces myosites, avec ces pseudobulbaires, et des myasthénies. Et donc, ce qu'on sait maintenant, et c'était apporté par ce travail de la PHP qui a été publié un peu plus tôt dans l'année, où ils ont pris tous les patients traités par immunothérapie, par un cancer, par immunothérapie checkpoint, et ils ont regardé qui avait des signes pseudobulbaires. Aucun patient qui n'avait, tous les patients qui avaient des signes pseudobulbaires avaient une myosite. Première information. Tous les patients qui avaient des anticorps antirécepteurs à la cyclingestérase, quand il y avait du sérum disponible avant l'immunothérapie, ils étaient tous positifs avant l'immunothérapie. Et enfin, chez ces 62 patients, aucun n'avait un diagnostic de myasthénie retenu, notamment sur la base de géophilique, etc. Donc, et lorsque ces patients sont décédés, pour les patients décédés, les séries autopsiques montraient que quand on allait biopsier les muscles oculomoteurs, lorsqu'on biopsiait le diaphragme, on avait quoi? On avait un infiltrat inflammatoire, on avait de la nécrose. Et donc, lorsqu'on a un tableau de myosite avec des signes pseudobulbaires, ce n'est pas une myasthénie, c'est une atteinte, c'est une pseudobulbaire, il y a une atteinte myosotique, et donc il va falloir traiter agressivement d'ailleurs par des stratégies immunosuppressives. Le phénotype, là je vous ai parlé surtout de patients qui viennent avec une myosite et qui ont plus ou moins une myocardite associée, mais là il existe, on peut voir les choses de manière différente. On peut regarder des patients qui viennent avec une myocardite avec ou sans myosite associée. Donc les atteintes myocardites isolées existent induites par l'inhibiteur du checkpoint. Et donc dans cette série de 101 patients, il y avait 69 patients avec des formes cardiaques isolées et 32 patients avec des formes mixtes cardiaques et musculaires. Et donc on n'est pas étonné de voir que dans les formes mixtes, les taux de troponité et les taux de CPK sont nettement plus élevés. On a les troponités ici entre 1000 et 1500. Et dans les myocardites isolés, le taux de troponité est entre 300 et 500 en médiane. Et bien, ces deux profils sont complètement différents. On voit bien que
les formes myocardiques isolées vont plutôt se manifester par la dysfonction cardiaque, alors qu'avec des NT-proBNP qui sont bien plus élevés, alors que les formes mixtes, en réalité, vont plutôt parler de l'arythmie ventriculaire, de la TV, soutenue ou non, ou des blocs atrioventriculaires. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces myosites induites ne sont pas des myopathies inflammatoires hémopathiques. Ces myosites induites ne sont pas nos dermatomyosites, ne se comportent pas comme les antisynthétases ou les polymyosites. Et ça, c'est vrai dans le phénotype, on l'a vu, mais c'est vrai à l'échelle transcriptomique. Et vous avez ici des papiers, des données de la cohorte nord-américaine. Ici, là, c'est les formes induites. Les DM, c'est nos 3 Tifinghara. Il y avait 2 clusters sur les formes musculaires, un où il y avait toutes les myocardites et l'autre qui était plutôt que musculaire. Et puis là à droite, dermatomyosite antisynthétase et myosite nécrosante auto-immune, qui sont les formes un peu dites myopathie inflammatoire et diapathie. Et bien on voit bien qu'à l'échelle transcriptomique, lorsqu'on regarde ces 3 voies de signalisation, interféron bêta 1, interféron gamma et IL6, on voit bien qu'ils ne se comportent pas de la même manière. Et donc en fait, il ne faut pas les traiter de la même manière. Quand on regarde les données biopsie, eh bien, vous avez vu tout à l'heure, quand je vous ai montré les étapes musculaires, elles sont hétérogènes, et effectivement, la biopsie musculaire, elle n'est pas toujours normale. Il y a une question de biais d'échantillonnage, donc on peut aussi avoir des myocardites sans atteinte musculaire. La biopsie endomyocardique, et c'est ce travail ici, elle est parfois normale, parce que la myocardite dans le cœur gauche, alors qu'habituellement, on biopsie plutôt dans le cœur droit. Il y a une question aussi d'échantillonnage, mais lorsqu'elle est positive, on retrouve cet infiltrat lymphocyte RT PDL1+. Le MG également peut être pris en défaut dans les formes très localisées ou dans les formes uniquement avec myocardite. Alors maintenant qu'on a vu un peu voilà, le phénotype de ces patients, comment est-ce qu'on stratifie le risque, la sévérité et le risque de mortalité précoce lié à la toxicité? Alors, si on revient à notre cas clinique, à J21, finalement, on avait uniquement une faiblesse musculaire modérée, des CPK qui étaient modérément augmentés. Et donc, effectivement, lorsqu'on regarde les différentes recommandations, par exemple les FORO, eh bien, on sursoit à la cure et on réévalue. Et une semaine plus tard, eh bien, il y a une dyspnée qui apparaît, il y a un ptosis gauche qui apparaît, il n'y a pas de dysphagie, il n'y a pas de dysphonie, les tropotés sont augmentés, on est entre 20 et 25 fois la normale, les tropo-I également, les CPK continuent de monter, le CG se modifie avec de l'excitabilité ventriculaire qui apparaît, la FEVG reste préservée. Donc il est pris aux USIC, on dépisse cette atteinte diaphragmatique dont je vous parlais, effectivement elle est présente, on voit que le SNP, la pression inspiratoire des deux tests sont franchement altérés, on est à 33 et 22% de la théorie. Le thorax ne s'expand pas, mais par contre, il y a une faible expansion clinique, mais le thorax est plutôt rassurant, c'est toutefois quand même une atteinte diaphragmatique. Donc, il va passer au scanner parce qu'on n'avait pas d'IRM disponible en urgence, et on va trouver effectivement des plages, des sites qui vont nous évoquer un tableau de myocardite. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur l'imagerie. Hein. Elle est intéressante et effectivement, elle est intéressante précocement, parce qu'elle va nous permettre d'avoir une idée un petit peu, d'être conforté dans le diagnostic, être certain que ces élévations de troponine ne sont pas périphériques dans l'extension, mais elles peuvent être prises en défaut et surtout les premiers jours. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde sur ces IRM myocardites, finalement, 3 grandes valeurs, 3 grandes choses. La première, c'est rehaussement tardif. Il peut être dans les myocardites induites, sous-épicardiques, sous-endocardiques, ou murales, qui peuvent être septales ou non septales. Il faut considérer un petit peu tout ça pour avoir une idée de l'extension de cette myocardite. Et surtout, il faut regarder le T2. Le T2, c'est un excellent marqueur en ce qui montre de la présence d'eau, donc d'œdème, donc d'inflammation. Et donc, quand vous avez une élévation du T2 mapping, c'est un bon signe, surtout si ça va dans plusieurs territoires, un bon signe de myocardite aiguë et non pas d'une séquelle. Le T1 va être également intéressant à regarder, mais peut être pris en défaut entre la fibrose et l'œdème. Et puis enfin, c'est le volume extracellulaire, un peu comme le T2. Si ce volume extracellulaire monte, c'est qu'il y a de l'œdème, donc il y a de l'inflammation. Mais à droite, je vous montre un petit peu, dans cette série d'une centaine de cas, qu'est-ce qui s'est passé. On a comparé les résultats de myocardite confirmés, on a comparé la positivité de l'IRM, on se rend bien compte que lorsque l'IRM est fait dans les 4 premiers jours, elle n'est positive que dans 40% des cas. Par contre, les IRM, si elles sont faites au-delà du 5e jour, elles vont être positives jusqu'à 80% des cas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'IRM précoce, elle est hyper importante pour nous conforter, pour traquer les diagnostics différentiels. Par contre, si elle est normale, il faut quand même traiter le patient. Il faut savoir la recontrôler précocement pour après la suite. Et puis, elle permet aussi des fois
vais chercher des types différentiels. Je me rappelle l'histoire d'un tableau de myocardite. C'est un envahissement en réalité du cœur, mais extrinsèque par un timon. Donc, c'est un examen qui est important en aigu, mais s'il est normal, il faut le contrôler précocement. S'il est anormal, il faudra le contrôler au cours du suivi avant de lever la pression thérapeutique et vérifier que les foyers d'œdème, de T2, disparaissent avant d'arrêter complètement le traitement. Ensuite, les troponymes, qu'est-ce qu'elles nous apprennent? Les tropotés, vous vous rappelez, c'est des troponymes qui sont libérés par toute inflammation musculaire, qu'elle soit cardiaque ou du muscle périphérique. Les tropos-I sont spécifiques des cellules cardiaques. Et bien, dans cette série du 134 de myocardite induite, eh bien, regardez, il y a 109 patients sur 134 qui avaient une myocardite tropoté positive, tropo-I positive, dont une grande partie avec musite associée. Et il y avait 25 observations qui avaient une élévation des tropotés sans élévation des tropo-I. Et pourtant, on avait des biopsies d'endomyocarde qui nous confirmaient que c'était des myocardites. Pourtant, on avait des IRM qui nous confirmaient qu'il y avait des plages de T2 sur plusieurs segments. Alors, ce qui est curieux, effectivement, c'est que ces formes. Donc, information 1, on peut avoir des myocardites induites par les inhibiteurs de checkpoint avec des tropo-I normales. Première information. Deuxième information, on sait que ces formes-là sont plus insidieuses et le tableau plus tardif que les formes avec des tropo-T, tropo-I positives. Et quand on regarde la cinétique de ces troponymes, elle n'est pas la même. Hein. Le pic de tropo-T, il est à J3 et il va se maintenir sous corticothérapie avant de décroître secondairement, après, à partir de D7. Le pic de tropo-I, il est très précoce, il est au cours des premiers jours, puis il va très vite s'améliorer, bien plus vite que ne s'améliorent les tropo-T. Quand on regardait un petit peu les tropo-I en termes de valeur pour dépister un événement grave lié à la myocardite, la défaillance cardiaque, l'arythmie ventriculaire, le BAV qui nécessite une assistance, la défaillance respiratoire, l'arrêt cardiaque, eh bien la seule chose qui sort comme valeur prédictive, c'est la tropo-T. On sait que quand on a une tropo-T baseline à plus de 32 fois la normale, eh bien c'est ce que vous avez ici sur la courbe de survie, vous avez une incidence majeure de ces événements graves liés à la myocardite, et regardez, elle arrive très vite, elle arrive au cours des 30 premiers jours. Et donc cette mortalité, ces événements graves liés à l'atteinte cardiaque, ils ne sont pas présents le jour où le pic de tropo est là. En réalité, ils surviennent au cours des 11 premiers jours, 15 premiers jours. Donc ces patients-là qui font des myocardites, ils vont faire des événements cardiaques, et quand ils arrivent, c'est sur les 10 premiers jours. C'est ce qui est illustré à droite. Vous voyez bien que ici, c'est les grades 1, 2, 3, 4, la myocardite en baseline. Eh bien, vous attendez au cours du suivi, et vous voyez bien que vous avez une augmentation des grades 4 et une diminution des grades 1. Donc, il faut suivre ces patients, parce que les événements vont arriver. Quand ils viennent, ils arrivent précocement, ils arrivent sur les 7 à 10 premiers jours. Enfin, donc là, on a vu un peu les événements cliniques. Donc, quand on regarde la mortalité, quand on ne regarde pas une petite série de 80 patients, mais qu'on va regarder à l'échelle de tous les patients traités sur des cohortes, des registres internationaux ou nationaux, quand on reprend la base, par exemple, française, eh bien, on voit bien qu'une myotoxicité, qu'elle soit cardiaque ou musculaire, ça grève le pronostic, la survie. Mais je vous parle de la survie liée en réalité à la toxicité, et c'est donc ça grève la survie du premier mois, c'est la survie à J30. C'est ce qui est bien illustré ici à droite. On voit bien que l'atteinte diaphragmatique, la défaillance cardiaque ou une arythmie, c'est ce qui va être associé à cette surmortalité précoce. Et qu'au-delà de J30, effectivement, eh bien, on va revenir sur une cause principale, sur une progression tumorale étant la première cause liée de la mortalité, mais plutôt effectivement à partir du troisième mois. Alors, est-ce que lorsqu'on est dans notre observation à J28, quand on voit notre patient, est-ce qu'on peut estimer à l'échelle individuelle quel est son risque à lui de développer un événement grave? La réponse est oui. Il y a eu cette cohorte internationale sur le registre, donc 748 patients, qui a été validée dans 2 cohortes indépendantes, qui a regardé un peu tous ces facteurs liés à la mortalité, qui ont généré un score, celui-ci, avoir un TIMO, avoir des signes cardio-musculaires, avoir un microvoltage, avoir une dysfonction de la FEVG, avoir une élévation de la tropo-T au-delà de 20 fois la normale. Et bien si vous cumulez ces facteurs, vous passez d'une mortalité de quasiment 0% à 80% de mortalité à J30. Donc c'est un score qui est intéressant, parce qu'il va nous permettre probablement, à un instant T en baseline, d'estimer à quel point est-ce que ce patient-là, il faut le traiter activement ou le traiter, j'entends par des thérapies combinées, ou être observationnel. Donc si on revient à notre histoire, il avait ces signes cardio-musculaires, cette dyspnée, de l'excitabilité ventriculaire, de l'AFA, des signes pulpaires et des tropotés à 26 fois la normale. Donc le troisième volet, ça va être comment le prendre en charge. Eh bien, la première chose, c'est évidemment,
on arrête l'immunothérapie. Souvent, c'est des patients qui viennent pour les cures ou en réévaluation précoce, parce qu'une cure a été arrêtée, on revoit une semaine après pour voir si effectivement on peut la réaliser. Et donc, les premières données des années 2019-2020 clairement montraient que dans les atteintes cardiaques, si on retardait, c'est la partie droite en haut, si on retardait l'initiation de la corticothérapie de 24 heures, on grévait le pronostic. On passait d'une mortalité qui allait passer d'une survie à 30 jours, qui allait passer de 100% à 75%. Et puis si on repoussait à J3, eh bien on passait d'une survie de 100% à une survie à moins de 25%. Donc clairement, il faut traiter précocement les patients et probablement, quand c'est de la monothérapie, parce que c'était ça ici, eh bien, avec des fortes doses de corticothérapie, c'est dans cette étude 500 mg par jour. Il ne faut pas oublier que dans cette étude, c'était de la monothérapie, et les données que je vais vous montrer après montrent qu'on peut probablement faire avec un peu moins de cortisol, mais le message, il est là, il faut traiter précocement, et les recommandations, par exemple, de l'ESC sont assez claires. Hein. Si la suspicion est forte, il ne faut pas attendre l'IRM cardiaque pour traiter et initier la corticothérapie chez ces patients-là, parce que le pronostic à J30, il peut être effroyable. Et puis, juste avant d'aller plus loin, de sortir, je vais vous montrer l'arsenal thérapeutique, eh bien, il faut se dire, est-ce que je suis dans la bonne case? Est-ce que je suis dans la myosite induite? On a vu l'argument du timing, on a vu l'argument du terrain, du phénotype clinique, de l'IRM cardiaque. Eh bien, ces patients, ils ont en médiane 70 ans. Est-ce qu'il y a une part ischémique? Alors, c'est rarement un diagnostic différentiel, mais est-ce qu'il y a une part surajoutée ou pas? Donc, les cardiologues, ça, on nous éclaire très bien. Est-ce qu'on est en période épidémique? Est-ce que ça peut être une grippe, un entérovirus? Est-ce que c'est une dermatomyosite? Est-ce que c'est une métastase? On a déjà eu des métastases du septum. Est-ce que c'est un envahissement extrinsèque? Il faut savoir considérer ça avant d'aller à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est clairement myosite avec myocardite, mortalité majeure. Ici à gauche, vous avez quasiment 50% de mortalité. Et donc, il faut faire du traitement combiné. Seule la corticothérapie ne sera pas à la hauteur de l'enjeu dans ces formes sévères à partir du grade 3, grade 4. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? Bien, il y avait ce travail qui avait été fait, qui proposait de traiter 10 patients. Alors, 10 patients ont été traités, je veux dire, en standard of care 2018-2020, grade 1, grade 2, grade 3. On fait des bolus ou on fait de la cortisone. Et puis, si les gens ne s'améliorent pas à 72 heures, on rajoute quelque chose. À l'époque, c'était du plasmaphéreuse, de la bacacète, du MMF, du tacrodésig. Un peu ce qu'on faisait en fait dans les maladies auto-immunes idiopathiques. Et puis, ça donne quoi? C'est 60% de mortalité précoce. Et c'est globalement, donc à J30, et c'est à 3 mois, c'est 70% de mortalité, principalement liée à l'atteinte cardiaque, à la toxicité, à l'atteinte musculaire. Diaphragmatique. Et puis après, changement de paradigme. On dépuce l'atteinte diaphragmatique, on appareille les patients, on fait de la on fait du traitement combiné d'emblée pour les grade 3, grade 4, c'est-à-dire corticothérapie et abatacept et ruxolitinib. Eh bien ça change un peu tout. On passe de 60% de mortalité initiale à 3% de mortalité liée à l'atteinte cardiaque. Et puis quand on fait la survie à 3 mois, eh bien on a une survie qui passe de 30% à quasiment 80%. Donc clairement, il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'intensification thérapeutique et un traitement qui doit être précoce. On voit bien ici que c'est les données de l'étude précédente. Pour les patients traités donc, par thérapie combinée, Q2, Q3, Q4, et bien, on a vu que le temps passant, en fait, ils ont baissé la dose de cortisone nécessaire pour limiter en réalité la morbidité infectieuse. Et puis, les patients recevaient dans les 4 premiers jours de la abatacept à forte dose, on est sur du 20 mg par kilo, et on peut rapprocher. Alors, on peut monitorer, on peut en reparler, mais en pratique, ce n'est pas accessible partout. Et donc, ils faisaient du J1, J4, J7, J14. Ils mettaient du ruxolitinib, 30 mg par jour en 2 prises, et les mesures associées. Et donc, ça, c'est probablement cette thérapie combinée, j'ai envie de dire, la première ligne des formes cardiaques et musculaires de grade 3. Quand je dis musculaire, c'est les atteintes diaphragmatiques. Je vous ai remis ici comment grader, même si c'est imparfait, c'est pas adapté. On peut voir comme ça une distinction à 35% de l'FMG, un grade 2. Je pense qu'il faut le considérer comme probablement comme un grade 3, mais en tout cas, pour ces formes-là de grade 3, c'est probablement comme ça qu'il faut amener c'est comme ça qu'il faut probablement les traiter. Et puis, il faut probablement traiter les grades 2. S'ils ont plus de 32 fois la normale de troponie en vasarine, si les tropos ne baissent pas à J3 sous corticothérapie, ou si ils ont un score pronostic, je vous ai montré tout à l'heure, au moins plus de 2,
eh bien, on sait que ces patients-là sont à haut risque de mortalité précoce et il faut probablement les considérer également avec les mêmes régimes thérapeutiques. Alors, après la phase début, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la corticothérapie, quand les gens s'améliorent, on passe en pérence et puis on baisse 10 mg par semaine, c'est la recommandation de l'ESC, et à 20 mg par jour, on n'arrête pas. On vérifie l'IRM cardiaque, on vérifie que tous les foyers de T2 soient éteints, et puis si c'est OK, on continue à baisser. Il y a trop de patients qui répondent bien, on baisse la corticothérapie, on arrête le ruxotine, à M3, on revoit les troponines, on refait un bond, on refait l'IRM cardiaque, on revoit les foyers de myocardite se réaliser. Et puis si tout est OK, et ben on va pouvoir se sauver. C'est actuellement des patients qu'on traite globalement entre 4 à 6 mois. Et puis évidemment, si elle est atteinte diaphragmatique, il faut la suivre. Elle peut se normaliser, comme les thorax que je vous ai montré avant. On voit les coupoles redescendre, et parfois il peut y avoir de la séquelle qui nécessite un appareillage au long cours. Alors je terminerai avant la conclusion par la question de rechallenger ces patients-là. Ce qui apparaît dans les recommandations, c'est que plutôt pas. En tout cas, il n'y a pas de recommandation qui oui, on peut rechallenger. L'expérience qu'on a, c'est ces deux papiers, c'est d'une part Vigibase, 140 000 effets indésirables. Quand on regarde la myocardite, c'était 1500 myocardites. On voyait que 400 fataux, donc un taux de mortalité qui était majeur à l'événement initial. Et puis, il n'y a eu que 16 patients rechallengés à l'échelle de Vigibase. Donc, on n'a pas d'évaluation du grade, mais on voit que la récurrence, c'est 6 patients sur 16. Je parle de la récurrence de la myocardite, parce qu'on peut aussi avoir d'autres effets indésirables immuno-induits qui ne soient pas forcément la première complication. Quand on regarde cette revue littérature, 16 patients, alors là c'est intéressant qu'on a les grades, on voit qu'il y avait quand même des grades 3, on voit qu'il y a quelques grades 4 qui ont été rechallengés, récurrence 13 sur 16, mais pas forcément du même niveau de gravité que l'effet indésirable initial. Donc rechallenger est probablement possible, mais pour certaines conditions. Et il y a cette histoire un petit peu intéressante qui a été rapportée cette année. C'est un patient qui a un cancer épidermoïde sans cognitif identifié, métastatique, qui avait été traité entre autres par pamrolizumab et qui fait une myocardite de grade 4, intubé, ventilé, traité comme je vous l'ai montré, corticoruxo abatacept, qui récupère et qui finalement, après quelques cures de niveau de pamrolizumab, va être en réponse complète pendant 1 an, puis va rechuter. Et 1 an plus tard, il décide, en l'absence d'alternatives thérapeutiques, compte tenu d'un pronostic oncologique gravissime, eh bien, de retenter les pamroleux, cette fois-ci du nivolumab, eh bien, il refait une toxicité juste après le rechallenge, mais qui traite très précocement, et finalement, le patient va être en rémission 1 an supplémentaire. Donc la question du rechallenge, elle doit être, j'ai envie de dire, très individuelle et considérer la gravité, le pronostic, mais l'absence d'alternatives thérapeutiques et au sein d'une réunion de consultation pluridisciplinaire. Je redonne la parole à Alexandra pour conclure. Alors, je suis sûre qu'Emmanuel nous a tous bien convaincus qu'il faut identifier très précocement les complications à risque de mortalité, donc notamment la myocardite, pour la traiter rapidement et améliorer le pronostic. Donc, c'est une toxicité qui reste particulièrement corticosensible, mais vous avez vu qu'il faut aussi identifier individuellement, rapidement, les patients à haut risque et qui nécessitent un traitement combiné d'emblée ou AG3. Et ça nécessite un gros travail d'harmonisation des pratiques aussi, qu'Emmanuel Ledoux a conduit ici avec les cardiologues, mais qu'il faut diffuser probablement encore. Et puis sur un message un peu plus global, vous avez vu dans cet exposé que les toxicités systémiques induites, elles vont d'une certaine façon mimer les maladies auto-immunes qu'on connaît, mais sans en avoir nécessairement exactement les mêmes caractéristiques. Et donc ça nécessite une certaine courbe d'apprentissage. Néanmoins, elles regardent quand même globalement les mêmes urgences. Donc, ici, on l'a vu pour l'atteinte musculaire, on a bien insisté sur le cœur, également par exemple sur les troubles de déglutition ou l'atteinte diaphragmatique. Et comme il peut avoir ces urgences-là, il faut aussi avoir un peu discuté de la proportionnalité des soins et connaître le contexte oncologique de ces patients. Parce qu'évidemment, tous ces traitements combinés, cette réanimation, n'est possible que chez des patients qui ont un bénéfice ensuite dans leur survie. Et puis, ça fait plus de 10 ans qu'on utilise les inhibiteurs de point de contrôle. Et quand vous regardez les essais, vous voyez qu'on a encore des descriptions d'essais avec une ligne augmentation des ASAT, une ligne augmentation des CPK, une ligne RH. Et on a toujours une très mauvaise description de ces toxicités systémiques. Ces toxicités sont décrites dans des registres.
dans des études institutionnelles, mais encore très très mal dans les essais. Et avec des classifications CTCAE utilisées en essais d'écologie qui sont très rarement pertinentes dans ces contextes-là. On a encore assez peu d'informations dans les essais. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux profils assez distincts. Ce qui a été montré ici, donc les précoces, les graves, vraiment l'enjeu, c'est à l'urgence vitale, à la gestion de la toxicité. Et une fois que le patient aura survécu, on réfléchira à ce qu'on fait. Et puis, il y a l'autre forme, celles un peu plus tardives et qui sont finalement non sévères, où là, l'enjeu va être plutôt à moduler l'immunosuppression, et ça va être le sujet des topos suivants. Et on l'a bien vu ici, l'importance d'avoir un réseau pluridisciplinaire, et puis aussi l'éducation thérapeutique du patient. On l'a moins considéré là en phase aiguë symptomatique, mais c'est important que nos patients soient capables d'alerter aux premiers signes, et pas justement un patient qui viendrait toutes les 6 semaines faire un pembrolizumab, pas se rendre compte que 6 semaines plus tard, il a eu un début de symptômes qu'on aurait pu rattraper et qui ne nous a pas alerté. Voilà, on est disponible pour vos questions. Merci beaucoup pour votre présentation. J'arrête le partage un instant, qui était très clair, effectivement, sur ces toxicités. On prend quelques minutes avant de passer au topo suivant. S'il y a des questions en ligne, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'inaugure peut-être quelques remarques. La première, effectivement, sur la question du road challenge. Je trouve que ça montre combien il faut discuter à plusieurs, combien chaque patient et chaque histoire est différente. Et je pense qu'en l'absence de discussion pluridisciplinaire, mais même effectivement très transversale, c'est difficile. Votre expérience personnelle, vous ici, du road challenge, vous auriez... Alors nous, le grade 4, nous, au Sternberg, on ne l'aurait jamais rechallengé. Je ne sais pas si toi, tu as déjà reproposé des challenges. On a rediscuté là, c'est un CHC qui rechute à 1 an d'une oui, on est grand. et on a un thérapeutique. C'est vraiment une discussion qui se prend aussi en concertation avec le patient. Et effectivement, il y a rarement besoin de décider en aigu, parce que rapidement, le patient va demander « et mon traitement ?» Mais en fait, en aigu, on a le temps avant de décider, puisqu'on aura une réévaluation. Si le patient progresse d'emblée, de toute façon, c'est que c'est plus la ligne adaptée. Et si en fait le patient est stable, on a tout le temps, effectivement, de voir l'évolution avant de discuter de ça. Ça a d'autant plus de sens que c'est un patient qui a atteint une réponse, qui rechute, plutôt qu'un patient qui n'a pas atteint la réponse, parce qu'en fait, il n'y a vraiment pas de la place pour faire beaucoup de cure. C'est-à-dire que des gens qui vont avoir une réponse soutenue avec peu de perfusion que des gens qui ont beaucoup de variables qui sont considérées. Tout à fait. Ma deuxième question, là, on a présenté les toxicités sur monothérapie par l'inhibiteur de checkpoint. Alors, vous savez que la cancérologie, on aime bien faire des protocoles. Votre avis sur la suite? On a déjà des protocoles chimio-immunothérapie, immunothérapie ADC qui arrive aussi. On sait que les ADC, les anticorps recombinés, ça amène aussi son lot de toxicité. Est-ce que vous pensez qu'on est face potentiellement à une synergie? Parce que souvent, quand on est sur les protocoles chimio-immuno, j'ai l'impression qu'on voit plutôt la toxicité de la chimio et puis après la tox de l'immuno. Est-ce qu'avec les ADC, ça va être pareil? Est-ce que c'est déjà des choses en pratique sur lesquelles vous êtes quelle que soit la tox, c'est sûr que quand on cumule chimio-immuno, 99% des toxicités graves vont être plutôt celles reliées à la chimio. Mais ça nous complexifie la tâche, parce que par exemple, des protocoles d'ORL avec du 5Q qui va provoquer des spasmes coronariens, c'est pas si évident que ça de trancher. Récemment, j'ai en tête un cas où on était persuadé que c'était le spasme, et puis finalement, c'est une réévaluation à distance, l'IRM à distance, qui a dit non, en fait, c'est plutôt bien regardé. Pour le coup, lui, il avait reçu. En attendant qu'on se décide de tout ça, il avait continué de recevoir de l'immuno, mais c'est plus rien passé. Je suis sûr qu'on puisse se servir de ça pour évaluer, mais c'est pas évident. Les ADC, ça dépend de leur site, évidemment, mais ça va effectivement complexifier l'imputabilité, et je pense que les pharmacovigilantes sont beaucoup là pour nous aider dans cette situation-là. C'est très important d'être bien en lien avec son pharmacien de pharmacovigilance pour monter ses bases. Et puis après, il ne faut pas oublier, je pense aussi, le phénotype, parce que le sacafus, ça ne donne pas de vert, ça ne donne pas de ptosie, ça ne donne pas de faiblesse musculaire, ça ne donne pas de CPK à 2000. Donc il y a probablement effectivement une zone d'ombre où il y aura un certain degré d'incertitude, mais il y a aussi plein d'autres indices qui vont pouvoir nous dire, en fait, non, là, c'est la tox musculaire, parce que mon patient est dysphonique, parce que, alors là, ORL, c'est compliqué, mais dysphagique, ou incarptosis, etc., qui sont des signes qui vont avoir un gros poids pour estimer, voilà, pour gérer la degré d'incertitude. Est-ce que c'est avec les ADC, on pourra, en fonction des cibles qui vont évoluer, avoir éventuellement les tableaux systémiques aussi en fonction des cibles bien connaître les cibles d'ADC, les anticorps, les tox on target, on risque aussi d'avoir des choses tout à fait particulières. Des questions dans la salle. Oui, merci beaucoup pour ce topo.
c'est vrai qu'une des questions, c'est qu'on a un petit peu peur de sous-traiter trop tôt ou trop tard, si je veux dire. Ça on prend cette matrice-là. On a l'impression qu'en fait, on sous-traite un peu trop tard, probablement, mais il y a pas des patients qu'on va surtraiter trop tôt. Donc ma question, c'est très pragmatique. Quels sont je veux dire, les 2-3 diagnostics différentiels qui, sur une atteinte myocardique isolée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atteinte musculaire périphérique, il n'y a pas de ptosis, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas des CPK à 5000, donc un tableau vraiment myocardique isolé, donc avec une attention de la fraction d'éjection trop élevée chez un patient qui, dans le timing, est compatible avec un checkpoint inhibiteur, qui a bien montré que la corticothérapie précoce est essentielle. Et dans votre expérience, quels sont les 2-3 diagnostics, est-ce qu'il y en a déjà, qui feraient qu'on serait amené à discuter de retarder cette corticothérapie parce qu'on va absolument être certain qu'il n'est pas. Et voilà, je ne sais pas quoi. Alors, métastase intracardiaque qu'on a eu, qui élève la biologie et donne des symptômes, mais si la corticothérapie est introduite, c'est pas grave, on ne va pas changer holistique. Et après, avec grippe Covid, mais ça, alors, je ne sais pas si mettre une corticothérapie plus précoce va vraiment changer si c'est pour quelque chose en réanimation. Oui, je pense qu'il y a, à ma connaissance, il n'y a pas de diagnostic qui vont nous dire il ne faut pas mettre la corticothérapie. Du coup, les recommandations de la CDI, d'ailleurs, si vous avez un doute, mettez-la, parce que de toute façon, dans les myocardites virales au sens large, on est amené à en mettre parfois pour contrôler l'orage inflammatoire. Dans le Covid, ça fait partie des indications de mettre de l'index. Et du coup, là-dessus, il n'y a pas trop, je pense, de risque. Le seul risque, je pense, c'est de ne pas penser à chercher autre chose. Ça veut dire d'être à J3 dans l'intensification, alors qu'en fait, c'est une myocardite virale, c'est en fait décompense un SCA, etc. Donc, je dois dire que pour l'indication de la corticothérapie, finalement, je dirais, n'y pensons pas trop. Si on est dans le bon timing, ces patients ont une médiane à 300-400 tropos, ils ne sont pas à 3000 de tropos dans les myocardites isolées. Donc, en fait, s'il n'y a pas de choses atypiques, j'ai envie de dire, moi, je serais plutôt pro-corticothérapie, au moins la corticothérapie. Par contre, je pense qu'il faut quand même. Moi, je me rappelle d'un envahissement extrinsèque d'un thymome, je me rappelle d'une métal à mélanome dans un septum. Ça veut dire juste que si on ne le sait pas, ça, en fait, à J4, on met la tapacette, on met du ruxolitinib, et en fait, on est dans une errance, et les patients n'évoluent pas comme on veut. Donc tu décales l'introduction d'abatacept et de ruxolitinib, tu les mets pas d'emblée, sauf dans les cas les plus évidents, c'est ça? Je mets d'emblée la corticothérapie. Et l'abatacept et le ruxo, si la conviction est forte, si j'ai l'IRM qui me dit que la conviction est forte, je les mets d'emblée. Par contre, s'il y a un doute, effectivement, je les diffère, sachant que dans l'essai qui monte l'abatacept, le délai médian de l'introduction de l'abatacept était à 5 jours, le délai médian du ruxolitinib du Malakabi. Donc en fait, on sent bien que ce n'est pas l'urgence à l'introduction de ça, des J1 qui est importante, c'est l'introduction de la corticothérapie qui est importante, et rapidement de faire ça, effectivement, de faire ça et de les mettre dans un service de cardio. Clairement. Donc finalement, il n'y a pas de contre-indication si l'exposition est forte pour la corticothérapie. On peut se permettre de décaler le ruxo et l'abatacept, le temps de récupérer le bilan ou d'avoir des certitudes. Par contre, si vous avez un ptosis, voilà, je pense qu'il n'y a pas de maladie différentielle à 3 semaines d'introduction d'une cure de niveau de mal. C'est vrai que c'est un message important, majeur, parce que le pronostic est lié clairement à la rapidité de traitement. Les immunos aujourd'hui, c'est en oncologie, c'est une fois toutes les 3 semaines, voire 1 mois, voire 6 semaines, ça dépend du protocole. Donc quand le patient il présente son ptosis, ses débuts de complications, il va aux urgences, il ne va pas au contact forcément de son oncologue. En fait, il se retrouve à des spécialistes qui se posent plein de questions et qui ne pensent pas forcément à la corticothérapie d'emblée ou qui ne prennent pas contact avec les spécialistes de l'immunothérapie. Et c'est un problème d'ailleurs, c'est une question sans réponse. Comment on peut faire pour mieux diffuser le message C'est compliqué. On a parlé avec les réa pour ça diverge un peu de l'immunothérapie, mais on a eu un laïeul sous OV, donc on a reparlé avec les réa. Quand on donne une carte au patient avec le nom de son traitement, est-ce que ça arrive jusqu'à quelqu'un? On dit jamais, quel que soit. Ce qui marche, c'est la ligne, comme pour les angioedèmes à bradykinin, d'avoir son téléphone relié au SAMU. Ça fonctionne, donc on ne va pas leur faire relier toutes nos immunothérapies au SAMU. La carte, ça ne fonctionne jamais. Ça n'arrive jamais jusqu'à nous. Et sans avoir la carte, c'est une obligation légale. Il y a souvent il y a les dossiers médicaux partagés, il y a souvent les types de traitements par drone. Alors, ils n'ont pas le temps de se connecter au DLP du patient. Ouais. Voilà, il faudrait une secrétaire qui se connecte au dossier
Voilà. Ce qui marche, c'est quand le patient est encore conscient et dit attendez, on m'a dit que j'avais ça comme traitement, qu'il fallait le signaler, mais ça marche. Ça marche pas toujours. Bon, avant de passer à la suite, pour pas prendre trop de retard, il y a quand même une question en ligne que je trouvais intéressante et pratique. Je vous en remercie. On nous pose la question donc, s'il y a des facteurs de risque préexistants connus sur le risque de développer ce type de toxicité. Quel bilan d'intérêt à débuter avant l'immunothérapie dans les dosages, notamment de type ANCA, CPK, troponine. Et puis, on nous demande aussi également la question du pronostic oncologique chez les patients qui ont reçu ces thérapies combinées en cas de survenue de toxicité. Les facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque, tout le monde, c'est le fait d'avoir une pathologie systémique sous-jacente. On va en parler juste après. La combinaison d'immunothérapie aussi, d'associer un anti-PD-1 et un anti-CTLA4, c'est sûr. Et pour les bio à baseline, alors dans les choses pas graves, le fait d'avoir des anticorps antithyroïdiens, c'est un gros risque d'avoir une thyroïdite, ça ne change absolument pas nos pratiques. Le fait d'avoir des facteurs rhumatoïdes positifs à baseline, il y a un peu plus de risque de toxicité rhumato, ça ne change absolument pas nos pratiques. Et il y a une étude publique qui ont montré que si on avait des anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine à baseline, et que si un jour on faisait une myocardite, il y avait un peu plus de risque qu'elle soit un peu plus sévère. Mais donc, ce n'est pas suffisant pour nous empêcher de réaliser l'immunothérapie parce que c'est bien trop supposé. Quant au bilan immuno à baseline, au départ, c'était fait par tout le monde. Et en fait, le fait d'avoir de l'auto-immunité à baseline, les patients cancéraux, ils ont un peu plus d'auto-anticorps. Le fait d'avoir un auto-anticorps sans avoir de maladie associée, ce n'est pas une contre-indication à l'immunothérapie. Quant au bilan cardio, c'est le bilan de référence avant l'initiation de l'immunothérapie. Qui sert juste à avoir un bilan de référence finalement, mais qui des fois a démasqué d'autres problèmes. Les ischémies, les métastases intracardiaques aussi, on en a démasqué comme ça, des endocardites parastiques. Mais donc le bilan cardio à baseline, oui, il est fait systématiquement. Et effectivement, les recommandations elles sont très claires et des recommandations qui sont spécifiques à la cardio-oncologie. Ouais. Les recommandations ESC 2022. Il y a livret de 100 pages. Ouais, effectivement, mais il y a une rubrique pour l'immunothérapie qui dit clairement que les patients doivent avoir un ECG, un dosage de tropo et une échocueur si thérapie combinée ou si antécédent cardiovasculaire ou si antécédent d'autres atteintes auto-immunes. Donc le bilan de baseline est très clair et l'ECG est indispensable parce que la modification de l'ECG, c'est un facteur majeur. Et la tropo, elle est aussi importante parce qu'on sait que ces patients, en fait, ont des tropo un peu plus. Enfin, les patients à 70 ans, des taux de tropo qui ne sont pas forcément inférieurs à 16 en baseline. Et donc, on sait que les gens qui vont développer des myocardites, c'est des gens qui vont monter leur troponine ce n'est pas des gens qui vont faire 17-23, c'est des gens qui vont faire 17, 45, 60, 150. Donc, ils ont une élévation de la troponine, mais si vous ne savez pas d'où vient la baseline, vous allez peut-être surtraiter, alors qu'en fait, c'est juste effectivement une troponine de base. Donc, et ça, c'est assez clair dans les bilans pré-thérapeutiques, et c'est surtout en fait tropo, ECG, plus ou moins écoqueur pour le côté myocardite. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation.